Ok, merci. Donc, on va continuer sur le deuxième chapitre concernant l'entraînement du moteur à courant continu. Alors, la semaine dernière, nous avons fait l'introduction du moteur à courant continu. Nous avons vu donc comment on peut produire le couple électromagnétique, parce que c'est le couple qui nous intéresse. Et pour cela, nous avons besoin de la force de la place, parce que la force de la place, c'est le principe derrière le couple électromagnétique. Et la force de la place, ce n'est que la force exercée par un champ magnétique sur un conducteur qui est traversé par un courant I. Donc la force de la place, elle a l'expression suivante. F, I, D de L, vectoriel B. Donc, il y a la force derrière tous les mouvements de rotation de tous les moteurs électriques. Si vous n'avez pas cette force-là, il n'y aura pas de mouvement de rotation des moteurs électriques. Donc, quel que soit le type du moteur électrique, vous devez avoir une force de la place. Et la force de la place, c'est elle qui sera responsable de la création du couple électromagnétique. Et le couple électromagnétique, même si vous entendez le terme électromagnétique, mais c'est un couple mécanique, ça veut dire c'est un couple qui permet de faire tourner la machine. Et ce couple-là, ce n'est que F, d'accord, multiplié par, c'est un produit, si vous voulez, scalaire, entre F et OM, d'accord, avec O, c'est le centre de l'axe de rotation, et puis M, c'est le point où on exerce la force. D'accord? Donc, c'est cette force-là qui va créer le couple électromagnétique. Pourquoi on l'appelle couple électromagnétique? Parce que vous avez d'un côté le champ magnétique, vous avez de l'autre côté un courant électrique. C'est pour ça qu'on l'appelle électromagnétique. Mais dans la réalité, c'est un couple mécanique qui va faire tourner la machine. Mais c'est un couple mécanique qui a des origines électromagnétiques. Alors, comme j'ai dit, puisqu'on s'intéresse à la commande de la machine à courant continu, donc on s'intéresse à la variation du couple en fonction de la vitesse. C'est ce qui nous intéresse dans les équations que nous allons établir pour le moteur à courant continu. C'est la variation du couple électromagnétique en fonction de la vitesse. Et puis, à partir des éléments qui influencent le couple électromagnétique, on peut voir comment on peut faire varier la vitesse d'un moteur à courant continu. Alors là, déjà, dans cette équation électromagnétique que nous avons établie ici, F, c'est, si vous voulez, donc, dans l'expression du couple, il y a le courant et puis il y a le champ électromagnétique. Donc déjà, on connaît les paramètres sur lesquels on peut agir si on veut faire varier le couple électromagnétique. Alors d'un côté, vous avez le courant électrique qui traverse l'induit. De l'autre côté, vous avez le champ magnétique qui est créé par l'inducteur. Donc déjà, nous avons deux éléments principaux qui vont nous permettre de faire varier le couple électromagnétique et à partir de là, faire varier la vitesse de rotation du moteur. D'accord? Donc cette force de la place, il va créer donc le couple. Et puis nous avons vu la caractéristique de magnétisation de la machine à courant continu. Donc, comment varie le flux en fonction du courant d'excitation. Ce qui nous intéresse dans une machine à courant continu, c'est le flux qui est créé par le courant d'excitation. Ça veut dire c'est le flux créé par l'induit. Il y a un flux, il y a une réaction magnétique de l'induit, mais cette réaction magnétique de l'induit, soit elle est compensée, soit elle est négligeable, d'accord? Et ce flux magnétique, c'est lui qui va créer la force électromotrice. Ou là, la force contre-électromotrice selon les cas. D'accord?
Alors, lorsqu'on est dans le fonctionnement en mode génératrice, donc on va créer la force électromotrice. Lorsqu'on est en mode moteur, on va créer la force contre-électromotrice. C'est le même principe. Donc, mais la seule chose qui varie, c'est euh, dans le cas où on est en mode moteur, vous avez le moteur, il reçoit de l'énergie électrique, il va fournir de l'énergie mécanique. Dans le cas où on est en mode génératrice, le générateur va consommer de la puissance mécanique et va produire de la puissance électrique. Mais l'expression le flux magnétique, c'est la même que celle de la force électromotrice générée au bord de l'induit. Si vous avez fait donc les TP des machines électriques, vous vous rappelez, lorsque vous avez relevé la tension à vide, et la tension à vide de la génératrice, ce n'est que la dérivée le flux. Et si vous vous rappelez de la variation de la tension ou la tension à vide de la génératrice, vous vous rappelez qu'il a une forme qui ressemble à la forme de la caractéristique de magnétisation du moteur à courant continu. Et puis nous avons dit aussi que pour faire inverser le sens de rotation de la machine, on peut permuter soit l'inducteur, soit l'induit, mais pas les deux. Donc en inversant les polarités de l'inducteur, on peut changer le sens de rotation. En permutant les polarités de l'induit, on peut aussi faire changer le sens de rotation au moteur électrique. Mais si on change les deux en même temps, la machine va rester sur le même sens de rotation. D'accord? Et puis nous avons dit que pour le fonctionnement en moteur, on a une tension U qui est supérieure à la force contre-électromotrice E. Donc dans ce cas, le moteur, c'est un récepteur d'énergie électrique et il va nous fournir de l'énergie mécanique. Dans le cas du fonctionnement en génératrice, on a la tension de l'induit, il est inférieur à la tension de la force électromotrice induite. Et dans ce cas, le générateur ou la machine va se comporter en génératrice. Nous avons parlé des avantages de la machine à courant continu. Nous avons dit que c'est une machine qui est facile à commander. Pourquoi facile à commander? Je répète toujours, et c'est ce qu'on va chercher lorsqu'on va attaquer la commande vectorielle de la machine asynchrone. On va chercher à découpler la variation du couple de la variation du flux. Et ce qui est donné dans la machine à courant continu. Dans le modèle de la machine à courant continu, on a un certain découplage entre le flux et le couple. Ça veut dire qu'on peut faire varier le flux indépendamment du couple, comme on peut faire varier le couple indépendamment du flux. Et ça, c'est un grand avantage lorsqu'on s'intéresse à la régulation et à la commande. Parce que lorsqu'on fait varier un paramètre, on n'aimerait pas qu'un autre paramètre varie, sinon ça va influencer le fonctionnement de notre régulateur. Donc, un paramètre, on peut le faire varier indépendamment de l'autre paramètre. Donc, sans que l'autre paramètre soit influencé par la variation d'un autre paramètre. Donc, c'est ça ce qu'on appelle donc, la dissociation ou le découplage entre le couple et le flux. Et on va voir ça ici, par exemple, dans le modèle de la machine à courant continu à excitation séparée. Là, vous voyez que le couple électromagnétique en fonction des deux courants d'excitation et le courant de l'induit. Si, par exemple, je fixe le courant de l'inducteur, ça veut dire je fixe le courant d'excitation, je fixe le flux. Dans ce cas, je peux faire changer le couple en changeant quoi? En changeant le courant de l'induit. Et ce courant d'induit, il ne va pas influencer le flux parce qu'ils sont indépendants. Le flux, il est créé par l'inducteur, d'accord? Tandis que le couple, il est influencé par le courant de l'induit. D'accord? Donc, je peux faire varier le courant de l'induit et de là, faire varier le couple sans influencer la valeur du flux électromagnétique parce que le flux électromagnétique, il est commandé d'une manière séparée
par le courant d'excitation. Et puis nous avons fait un petit rappel des différents types de moteurs à courant continu. Nous avons parlé de moteur à excitation séparée, moteur à aimant permanent. Dans le moteur à aimant permanent, il n'y a pas lieu de faire varier le courant d'excitation parce que dans ce cas, vous avez un aimant permanent. Et dans ce cas, on peut dire que directement, on a le couple électromagnétique qui est égal à une constante fois le courant d'excitation. Et là, vous voyez que le seul paramètre qui peut influencer le couple électromagnétique, c'est le courant de l'induit, indépendamment des autres paramètres. Le moteur à excitation série, donc c'est un moteur qui est exceptionnel dans le sens où le couple électromagnétique est proportionnel au courant de l'induit au carré, parce que dans ce cas, vous avez le courant de l'induit et le courant de l'inducteur, c'est le même, parce qu'ils sont en série. Et nous avons dit que dans ce cas, on pourrait bien alimenter le moteur à courant continu par un courant alternatif. Alors, pourquoi un courant alternatif? Parce que nous avons dit que le courant alternatif, même s'il est alternatif, il va produire quoi? Il va produire un couple qui n'est pas alternatif, mais un couple qui n'est pas sinusoïdal, mais un couple qui a une valeur moyenne qui est différente de 0. Et ce couple moyen, c'est lui qui va faire tourner notre moteur. Nous avons dit aussi qu'un couple alternatif, ou là, un couple sinusoïdal ne peut pas faire varier, ou là ne peut pas faire bouger, ne peut pas faire tourner un moteur à courant continu. D'accord? Parce que nous avons besoin d'une valeur moyenne non nulle du couple pour pouvoir entraîner le moteur à courant continu. Et ça, c'est l'un des avantages des moteurs série. Et ces moteurs-là, ils sont utilisés dans les tractions électriques, par exemple dans les trains et les tramways, parce qu'ils utilisent donc cette propriété-là. Alors maintenant, pour les caractéristiques mécaniques de la machine à courant continu, donc pour la variation du couple électromagnétique, ou la variation de la vitesse en fonction du couple électromagnétique, lorsqu'on fait varier la tension d'alimentation de l'induit, alors vous avez la caractéristique donc, qui va changer chaque fois qu'on change la tension d'alimentation de l'induit. Alors si par exemple vous avez une tension U1, donc vous avez la caractéristique, et ça c'est la caractéristique que vous avez relevée si vous avez fait le TP de la machine à courant continu. Si vous augmentez la tension, vous allez avoir une autre caractéristique et ainsi de suite. Donc ça, c'est le principe de la variation, ou le principe du variateur des moteurs à courant continu. Comme j'avais dit la dernière fois, lorsqu'on cherche à changer la vitesse de rotation, on cherche à changer la caractéristique du moteur. La caractéristique de la charge, elle est ce qu'elle est, elle est constante. D'accord? Elle est donnée par le constructeur, donc à le couple résistant. D'accord? Le couple résistant de la charge, ça peut être un ventilateur, ça peut être une pompe, ça peut être n'importe quelle charge. Et puis vous avez la caractéristique du moteur à courant continu qui va varier en fonction de la tension d'alimentation de l'induit dans ce cas. Mais sachant bien que dans ce cas, nous avons gardé le flux constant, d'accord? On ne fait varier qu'un seul paramètre. Les autres paramètres, ils restent constants. Donc par exemple, le flux, il est constant. Et on fait varier la tension d'alimentation. On peut par exemple faire varier le flux, mais cette fois-ci garder la tension d'alimentation constante. Donc dans ce cas, on aura une autre variation des caractéristiques, mais ça, on va le voir tout à l'heure lorsqu'on va voir comment vont varier les caractéristiques des moteurs à courant continu en fonction des différents paramètres, par exemple la tension, le flux, la résistance de l'induit et ainsi de suite. D'accord? Alors pour la même chose ici, donc c'est pour pour en charge, là, lorsque vous êtes à vide, d'accord? Lorsque ici, par exemple, vous avez la variation de la vitesse en fonction de la tension d'alimentation. Et dans ce cas, les courbes d'Iana, elles sont paramétrées par
par le couple. D'accord? Dans ce cas, on s'intéresse à la variation de la vitesse en fonction de la tension d'alimentation de l'induit et on relève donc la caractéristique en fonction, donc la vitesse en fonction de la tension, mais le paramètre que l'on change dans ce cas, c'est le couple. Et ça, je pense que vous l'avez fait aussi dans le OTP, lorsque vous gardez un couple qui est constant, et puis vous regardez comment on varie la vitesse en fonction de la tension de l'alimentation. Et dans ce cas, vous faites varier la tension de l'alimentation et vous relevez la vitesse de rotation de la machine à courant continu. Donc là, c'est la caractéristique à vide. Ça veut dire dans ce cas, vous n'avez pas, donc l'autre moteur il n'est pas chargé, d'accord? Et puis, vous gardez un couple, normalement, le couple dans ce cas, c'est un couple qui est nul, d'accord? Mais avec les frottements. Dans ce cas, vous avez un couple qui est presque nul parce qu'on est à vide. Donc, vous avez le courant IA qui est égal à 0. Et vous relevez, dans ce cas, vous faites varier la tension et vous relevez la vitesse de rotation. Ça va vous donner une caractéristique qui est linéaire. Alors là, vous voyez qu'on peut exploiter cette relation-là pour faire varier, par exemple, la vitesse de rotation d'un moteur à courant continu. Parce que vous connaissez que, là, vous savez que la vitesse de rotation, elle est proportionnelle à la tension d'alimentation. Et dans ce cas, par exemple, si vous voulez une certaine vitesse telle, vous avez déjà la relation de proportionnalité. Donc, vous pouvez fixer votre tension et à partir de cette tension-là, vous allez avoir la tension la vitesse désirée. D'accord? Alors, si par exemple, vous avez une vitesse désirée, vous voulez faire tourner votre système à une vitesse oméga prime, alors pour le couple que vous avez, le couple de charge que vous avez par exemple un ventilateur qui a une charge qui est égale à une valeur telle. Donc, vous allez prendre la caractéristique correspondante et la caractéristique correspondante avec la vitesse de rotation, ça va vous donner la tension correspondante pour cette charge. Et en fixant cette tension-là, d'accord, vous pouvez fixer la vitesse de rotation. La même chose, si vous voulez par exemple augmenter la tension ou là diminuer la tension, vous voulez par exemple varier la vitesse à une autre vitesse oméga prime. Si vous gardez le même couple résistant, ça veut dire que vous allez garder le même couple moteur parce que pour un point de fonctionnement, vous avez le couple moteur qui est égal au couple résistant. Supposons maintenant que vous gardez le même couple, d'accord? Donc, vous voulez tourner à la vitesse oméga seconde. Dans ce cas, vous faites l'intersection et vous allez avoir donc la tension qui va vous donner la vitesse de rotation oméga seconde. D'accord? Donc, le principe de variateur de vitesse, c'est un principe qui est très simple. Vous cherchez, parce que comme j'ai dit, lorsqu'on fait la variation de vitesse, on ne varie pas tous les paramètres. On va fonctionner à des paramètres qui sont constants, mais on va faire varier un seul paramètre. Dans ce cas, on fixe le couple. Le couple, il est fixé par quoi dans ce cas? Le couple, il est fixé par la charge, parce que c'est la charge, d'accord? Dans ce cas, c'est la caractéristique de la charge. Et vous allez faire varier dans ce cas, vous allez faire varier que la tension pour faire varier la vitesse de rotation. Nous allons voir qu'il y a d'autres paramètres que l'on peut changer, mais chaque fois qu'on change un paramètre, on doit garder tous les paramètres, tous les autres paramètres, on doit les garder constants, sinon ça ne serait plus une variation de vitesse, donc ça serait de n'importe quoi. Donc voilà, déjà à partir de ces équations-là, à partir de ces courbes, on a une idée sur les caractéristiques principales qui vont nous aider à faire la variation des moteurs à courant continu. Alors, dans un premier temps, vous avez la caractéristique oméga en fonction du couple, là, le couple en fonction du oméga. Et dans ce cas, vous n'allez qu'inverser donc les axes pour avoir donc le couple en fonction de la vitesse de rotation. Alors, la remarque, c'est pour inverser le sens de rotation, on inverse le courant dans l'induit. Alors, pour inverser le courant de l'induit, on va inverser la tension. Donc, au lieu de travailler avec des tensions qui sont positives, par exemple, on va travailler avec des tensions qui sont négatives.
Et dans ce cas, on va inverser le sens de rotation du courant. Et en inversant le sens de rotation, pardon, en inversant le signe du courant, on va inverser le sens de rotation de notre machine. Donc, pour inverser le sens de rotation, on inversera le courant dans l'induit. On pourrait aussi inverser les courants inducteurs. Alors, le problème des courants inducteurs, c'est que pour inverser le courant inducteur, on doit couper l'alimentation de l'inducteur et puis inverser permuter donc les bornes. Et ça peut causer un grand problème parce qu'il ne faut jamais couper l'excitation sur un moteur à courant continu tant que l'induit est alimenté. Parce que, comme nous allons voir après, ça s'appelle le défluxage. Si on défluxe, on diminue le flux le moteur à courant continu, la vitesse augmente. Donc il faut éviter, parce que lorsqu'on va couper le courant d'excitation, dans ce cas le flux s'annule. Alors si le flux s'annule, dans ce cas la vitesse va tendre vers l'infini. Donc ça veut dire on va partir vers l'emballement. Donc généralement, pour inverser le sens de rotation, on inverse les bornes de l'induit, mais on évite d'inverser les bornes de l'inducteur parce que ça va annuler le flux et le fait d'annuler le flux, ça va augmenter la vitesse qui va partir vers la vitesse d'emballement. Tout à l'heure, nous allons voir une équation qui va nous donner donc la variation de la vitesse en fonction du le flux et vous allez voir que si on annule le flux, la vitesse va tendre vers l'infini. Alors, pour les équations, donc nous allons établir les équations de l'induit et de l'inducteur. Nous, on va s'intéresser uniquement à l'induit parce que les équations de l'inducteur ne nous intéressent pas, d'accord? On va toujours supposer dans les exercices que nous allons voir que le courant d'excitation est constant. Ou là, 10 fois, on va travailler avec des moteurs à aimant permanent et dans ce cas, on ne va plus parler du courant d'excitation. Alors, la première équation, c'est que le couple électromagnétique, c'est une constante, d'accord, fois le flux, fois le courant de l'induit. D'accord? Donc, voilà la première équation, c'est l'équation du couple électromagnétique en fonction des différents paramètres électromagnétiques de la machine. Et vous avez l'autre équation, c'est que la force électromotrice EA, c'est la même constante que vous avez ici, la constante K, fois le flux, fois la vitesse de rotation. D'accord? Donc, à de la partie CAM là, il se répète dans les deux termes, que ce soit le couple électromagnétique ou là, la force électromotrice. Alors, dans ce cas, on l'appelle la force contre-électromotrice parce que c'est la force contre-électromotrice de le moteur. Ce n'est pas comme la force électromotrice de la génératrice. Mais comme j'ai dit, vous avez les mêmes paramètres. Vous avez le K, la constante K fois le flux, et dans la force électromotrice, vous avez la constante K fois le flux. Là, vous avez le courant, et là, vous avez la vitesse de rotation. Alors, généralement, lorsqu'on a un flux qui est constant, les deux, on les appelle les constantes le couple, et là, la constante la force électromotrice. وحدة فيهم كنسميوها KE. Ça veut dire la constante de la force électromotrice, d'accord? Mais généralement c'est la même valeur parce que vous voyez que c'est la même valeur. Alors si cette valeur-là est donnée par le constructeur, donc c'est la même. Si elle est déduite à partir des mesures, par exemple dans un TP, si vous déduisez par exemple la constante K ici et la constante K ici, KT, KE, vous allez voir qu'il y a une certaine différence entre les deux, mais cette différence elle est due aux erreurs de la mesure. Ce n'est pas le fait qu'elles ne sont pas les mêmes, mais c'est parce que vous avez utilisé les valeurs qui sont données par les appareils de mesure. Et dans ce cas, par exemple, vous allez calculer le couple, et puis vous allez calculer le courant, et puis vous allez faire le rapport, vous allez calculer la constante KT. Pour la constante KE, de la même manière, vous allez calculer la force électromotrice, vous allez calculer la vitesse de rotation, mesurer la vitesse de rotation, mesurer la force électromotrice, faire le rapport, et dans ce cas, vous allez trouver une valeur de KE, et ce sera peut-être
c'est-à-dire elle sera différente de cette valeur-là avec quelques pourcentages, d'accord? Mais c'est une différence qui est due aux erreurs de mesure. Peut-être nous allons voir dans un exercice une petite différence entre le KT et le KE qui est due aux erreurs de mesure. Donc voilà les deux équations électriques fondamentales qui régissent le fonctionnement de la machine à courant continu. KE en fonction de KT, et dans ce cas KT c'est K fois le flux, et fois le courant de l'induit, et la force électromotrice qui est égale à KE, qui est la même valeur que KT, fois la vitesse de rotation. Donc ça veut dire que le couple électromagnétique est proportionnel au courant de l'induit, et la force électromotrice, la tension, elle est proportionnelle à la vitesse de rotation. C'est ce que nous avons vu dans les caractéristiques que vous avez ici. Donc vous avez la vitesse de rotation qui est proportionnelle dans ces droites-là. Ces droites, donc vous avez la vitesse de rotation qui est proportionnelle à la tension d'alimentation. Et ça aussi, comme j'ai dit, c'est une relation qui est très importante, qui va nous faciliter la commande de la machine à courant continu, parce qu'on peut faire varier la vitesse de rotation en faisant varier la tension d'alimentation. Alors ça, ce sont les deux équations qui régissent le fonctionnement de la machine. Et puis, il y a la dernière équation, la troisième équation, c'est l'équation mécanique. D'accord? Donc, vous avez ce que nous avons vu tout à l'heure. Donc, ça, c'est l'équation de l'induit que l'on peut écrire de cette manière-là, parce que généralement, lorsqu'on est en régime permanent, vous avez le courant qui est constant. Et lorsqu'on est en régime permanent, vous avez la dérivée d'un courant qui est constant, donc c'est 0. Et vous avez la tension de l'induit, c'est le courant de l'induit fois la résistance de l'induit plus la force électromotrice. Et puis vous avez, à partir de l'équation que nous avons vue tout à l'heure, la vitesse qui est égale à la force électromotrice divisée par la constante KE ou la KT, c'est la même chose. Donc si vous remplacez le EA par son expression de tout à l'heure, on a dit que le EA c'est quoi? C'est la constante KT fois la vitesse de rotation. Donc, à partir de cette équation-là que vous avez ici, on peut déduire l'expression de la vitesse de rotation oméga, qui est égale à quoi dans ce cas? Qui est égale à la tension d'alimentation de l'induit, moins RA fois IA, divisé par donc, le 4T fois le flux, dans ce cas. Et vous allez remplacer le courant de l'induit par son expression aussi, d'accord? Donc, en fonction le couple électromagnétique. On sait que le couple électromagnétique, c'est quoi? C'est le courant IA fois le 4T fois le flux. Et dans ce cas, vous allez avoir cette équation-là, qui est l'équation qui va nous donner comment varier la vitesse de rotation de le moteur à courant continu en fonction des différents paramètres. Donc là, vous voyez la variation de l'oméga en fonction des différents paramètres. Alors, si vous regardez les paramètres qui peuvent influencer la caractéristique mécanique de notre machine. Alors, la caractéristique mécanique, c'est quoi? C'est soit oméga en fonction de le couple là, le couple en fonction de oméga. Donc, il y a l'équation là. Donc, si je trace cette équation-là, qu'est-ce que j'ai? J'ai ici, donc, c'est le Y, c'est le X, d'accord? Le C, le CE, d'accord? Alors, comment je vois? Je vois qu'elles sont proportionnelles avec une pente qui est égale à quoi? Qui est égale à moins RA sur KT fois le flux à la puissance 2. Et puis, vous avez ici une constante, d'accord? Une constante si la tension d'alimentation est constante, d'accord? Et généralement, donc, lorsqu'on trace la caractéristique, on la trace avec des valeurs qui sont constantes. Alors, si je trace l'équation ADI, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai, lorsque le couple est nul, j'aurai la vitesse qui est égale à quoi? Qui est égale à la vitesse à vide. D'accord? Le couple est nul, ça veut dire le courant IA est nul. Alors, si le courant IA est nul, ça veut dire que je suis à vide. Et dans ce cas, j'ai la tension qui est maximale. Ça veut dire que je travaille à vide. Là, notre moteur n'est pas chargé. Donc, s'il n'est pas chargé, la vitesse de rotation sera égale à quoi?
il sera égal à la tension d'alimentation à vide. Et la tension d'alimentation à vide, c'est quoi? Ce n'est que EA. D'accord? Lorsque on est à vide, vous avez la tension d'alimentation, c'est la force électromotrice. Et là, je peux revenir à l'équation qu'on a ici. Une fois vous avez le courant IA qui est nul, parce que je suis à vide, vous avez la tension VT qui est égale à EA. D'accord? Lorsqu'on est à vide. Donc, lorsqu'on est à vide, vous avez le couple qui est nul. Et dans ce cas, on a la valeur de la vitesse à vide. C'est la vitesse maximale dans ce cas parce que, comme j'ai dit, le moteur n'est pas chargé. Donc, c'est la force électromotrice divisée par kT fois le flux. C'est la valeur que nous avons tout à l'heure. Donc, c'est la force électromotrice qui est la tension d'alimentation dans ce cas, divisée par kT. Et après, vous faites une pente parce que c'est une droite. Vous allez faire une pente. D'accord? Avec la pente, la pente, c'est moins RA. D'accord? Je ne vais pas écrire ça, mais la pente que vous avez ici, d'accord? La pente d'Iana, il y a là ce qu'on a. D'accord? Donc voilà la variation le couple électromagnétique en fonction, ou la variation de la vitesse en fonction du couple électromagnétique. Et comme vous voyez dans cette expression-là, les paramètres qui peuvent influencer les caractéristiques, les paramètres, la tension d'alimentation de l'induit, le flux, la résistance de l'induit. On a les trois paramètres qui peuvent, si on les fait varier, ils peuvent faire varier la caractéristique d'Iana. Et on va voir tout à l'heure comment la caractéristique va varier en fonction de chacun des paramètres. Par exemple, si je fais varier la valeur de RA, comment va varier la caractéristique. Si je change la tension d'alimentation de l'induit, comment va changer la caractéristique. Et la même chose pour le flux. Ce que nous allons voir après. D'accord? Alors, à partir de ces équations-là, donc, on a trois méthodes possibles pour le contrôle de la vitesse. Soit faire varier le flux inducteur, ça veut dire faire varier le flux ADA avec le courant d'excitation. Mais dans le cas d'un moteur à aimant permanent, il n'y a pas cette possibilité. On peut aussi faire changer la tension de l'induit VT ou là, changer la résistance de l'induit RA. Donc, on a les seuls paramètres que l'on peut changer pour faire varier la vitesse de rotation d'un moteur à courant continu. Donc, il n'y a pas d'autres paramètres. Il n'y a que ces trois paramètres qui peuvent faire varier la vitesse de rotation d'un moteur à courant continu. Et comme j'ai dit, faire varier, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire varier la caractéristique. Il y a le principe de la variation de la vitesse. Varier la vitesse, ça veut dire varier la caractéristique du moteur. Lorsque vous faites varier la caractéristique du moteur, vous allez faire varier le point de fonctionnement. Parce que le point de fonctionnement, c'est l'intersection entre la caractéristique mécanique et la caractéristique du moteur, la caractéristique mécanique de la charge et la caractéristique mécanique du moteur. La caractéristique mécanique de la charge, on ne peut pas la faire varier. Elle est donnée par le constructeur, il est ce qu'il est. Mais on peut faire varier la caractéristique d'un moteur en faisant varier un paramètre, un des trois paramètres, par exemple, pour le cas le moteur à courant continu. Alors là, nous allons voir comment varier la vitesse en fonction de ces trois paramètres. Nous allons commencer par la tension d'alimentation. Alors, comme j'ai dit, la caractéristique, elle va toujours rester la même, elle va avoir toujours la même forme. La seule chose qui va changer lorsqu'on va faire varier la tension d'alimentation, c'est le point ici, c'est le point à vide. Le point à vide, il va changer parce que c'est le seul point où il y a la tension d'alimentation. D'accord? Les autres, il n'y a pas de tension d'alimentation. Là, la pente, elle va rester la même. D'accord? Parce que vous avez dans la pente, il y a la résistance, il y a le flux, et on ne fait pas varier la résistance mais le flux dans ce cas. On ne fait varier que la tension d'alimentation. Alors, si je trace ici la caractéristique d'INA, d'accord, en faisant varier la tension d'alimentation VT, comme j'ai dit, la seule chose qui va varier, c'est le point d'intersection entre la droite, l'axe des Y, et c'est la vitesse à vide, d'accord?
Donc, هذا هو le point qui va changer. Mais la pente, elle va toujours rester la même. Alors, dans ce cas, si la pente reste la même, donc toujours on aura quoi? On aura des droites. D'accord? Là, on a des droites qui sont parallèles. Des droites parallèles. D'accord? Alors, si vous augmentez la tension d'alimentation, la droite, il va aller vers le haut. Si vous diminuez la tension d'alimentation, la droite, elle va vers le bas. Je vais effacer ça. Maintenant, on va faire varier la tension d'alimentation. Alors ça, c'est le couple résistant. D'accord? On va supposer que le couple résistant, il a de la caractéristique Hadi. Donc, il est constant, il ne va pas varier. D'accord? C'est une constante. C'est une caractéristique qui est constante. Bon, je dis constante, ce n'est pas constante dans la valeur. Je dis constante, ça veut dire que je ne peux pas la faire varier. Il va garder la même forme. La caractéristique Diana et Hadi va rester la même, quel que soit le fonctionnement de notre moteur. Alors maintenant, si je fais varier la tension, ça veut dire dans ce cas, je diminue la tension. Supposons que je suis à la tension nominale. Alors si je suis à la tension nominale, je ne peux pas augmenter la tension, donc je dois la diminuer dans ce cas. Alors vous voyez comment varie la vitesse de rotation en fonction de la tension. D'accord? Le point de fonctionnement, il va changer. On était dans ce point de fonctionnement, maintenant on sera dans ce point de fonctionnement. La même chose, si on passe à l'autre tension, on sera ici. L'autre tension, on sera ici. D'accord? Donc là, vous avez V1, V2, V3, avec V1 supérieur à V2, supérieur à V3. Donc voilà comment on fait varier la vitesse de rotation des moteurs quand on continue en fonction de la tension d'alimentation. En faisant varier la tension d'alimentation, je varie uniquement le point de la tension de la vitesse à vide. Mais la caractéristique, elle reste, la pente de la caractéristique reste la même et elle est perpendiculaire, elle est parallèle aux autres caractéristiques. Et comme ça, vous avez le point de fonctionnement qui va changer et on fait varier, dans ce cas, on fait varier la vitesse de rotation. D'accord? Alors, pour ce faire, nous avons besoin d'une alimentation d'essai variable. Ça veut dire que nous aurons besoin d'un hacheur, par exemple. Nous allons avoir besoin d'un hacheur avec un rapport cyclique qui est variable. En faisant varier le rapport cyclique de notre hacheur, on va faire varier la valeur moyenne de la tension d'alimentation. Et dans ce cas, on va faire varier donc la tension de l'induit. Avec l'induit, il est couplé à la sortie du hacheur. Alors dans le cas, par exemple, vous avez un couple qui est constant. Là, c'était un couple qui est un couple de charge qui est variable, d'accord? Un couple de charge variable. Mais si vous avez un couple de charge qui est constant, donc CL, il est constant. Vous voyez la valeur d'ILO, il est constante. Là, vous avez le couple, d'accord? Si par exemple, vous avez un couple qui est constant, vous avez un couple de frottement sec. Si vous avez un couple de frottement sec, donc vous avez une valeur qui est constante. Si vous avez par exemple le monte-charge, comme nous avons vu la dernière fois, si vous avez un monte-charge, vous avez une valeur d'IL, le couple qui est, il est constante. Alors dans ce cas, si vous avez un couple qui est constant, vous avez de la même façon, si vous faites varier la tension d'alimentation. Alors s'il vous plaît, ici, donc je pense qu'il y a on a fait une erreur. Là, la tension, là, pardon. C'est pas la vitesse, la tension en fonction. Alors dans ce cas, de la même manière, si vous faites varier la tension d'alimentation, vous allez faire varier donc la vitesse de rotation de la même manière que tout à l'heure, sauf que dans ce cas, vous avez un couple qui est constant. Dans ce cas, on peut en déduire à partir de ce que nous avons vu tout à l'heure, on peut déduire quelle est la caractéristique de la commande. Donc, ça s'appelle la caractéristique de la commande de notre moteur. Donc, pour faire varier la vitesse de rotation, il y a une relation de proportionnalité entre la vitesse de rotation et la tension d'alimentation de l'induit. Et elle est traduite par cette droite. Donc, vous allez
C'est l'offset qui est dû à quoi? Qui est dû à RA fois IA, d'accord? Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? On garde le courant IA constant, d'accord? Le courant IA, on le garde constant en gardant le couple constant. Donc, si vous gardez le couple constant, donc vous avez le courant IA qui est constant, donc cette partie-là, elle est tout le temps constante, et vous allez tracer la caractéristique de la vitesse de rotation en fonction de la tension d'alimentation. Donc, c'est une droite. Ça s'appelle la caractéristique de la commande. Donc, si vous connaissez la caractéristique de la commande, vous pouvez commander votre moteur facilement parce que pour chaque valeur de la vitesse, vous avez une tension correspondante de la vitesse, une valeur correspondante de la tension. Pour chaque vitesse de rotation, vous avez une valeur correspondante de la tension d'alimentation. Alors, dans ce cas, si vous avez par exemple un hacheur, pour chaque tension moyenne, vous avez un rapport cyclique. D'accord? Vous avez un certain rapport cyclique. Et de la même manière, vous avez le rapport cyclique à la tension d'alimentation, ils sont proportionnels. Donc ça, c'est le rapport cyclique, la tension, de la même manière. Bon, ça dépend, mais si je me donne 0, bon, peut-être, mais quelqu'un a le rapport cyclique, il faut voir, d'accord? Mais vous avez une certaine relation de proportionnalité entre le rapport cyclique et la tension d'alimentation. Donc, pour chaque valeur de la vitesse, vous avez une valeur de la tension d'alimentation. Pour chaque valeur de la tension de l'alimentation, vous avez une valeur du rapport cyclique du HR. Alors, si vous avez ça dans un programme informatique, par exemple un DSP ou un microcontrôleur ou chez Haja, pour chaque valeur de alpha, le rapport cyclique, vous avez la valeur correspondante de la tension, et pour chaque valeur de la tension, vous avez une vitesse de rotation. Donc, pour votre consigne, chaque fois que vous avez une consigne de la vitesse, donc ça va correspondre à une certaine tension, et votre programme, qu'est-ce qu'il va faire? Votre DSP ou votre microcontrôleur, il va régler le rapport cyclique de telle manière, par exemple, à régler la commande d'un hacheur. Et comme ça, vous avez un variateur de vitesse qui va faire varier la vitesse de rotation avec la tension d'alimentation de l'induit, avec un hacheur comme convertisseur. Voilà pour la variation de la vitesse de rotation avec la tension d'alimentation. Maintenant, nous allons voir comment varie la vitesse de rotation, comment varie la caractéristique couple en fonction de la vitesse, en fonction de la résistance de l'induit. Parce que dans l'induit, on peut par exemple insérer une résistance variable. On peut insérer une résistance externe variable. Et donc, la résistance externe, il va s'ajouter à la résistance à la résistance propre de l'induit. Donc, la résistance totale vue dans l'induit, ça serait la résistance propre de l'induit plus la résistance externe qu'on a ajoutée qui est variable. Alors, dans ce cas, si on fait varier cette résistance de l'induit, comme vous voyez dans l'équation qu'on a ici, la valeur à vide ne va pas changer parce qu'il n'y a pas de résistance de l'induit. La seule chose qui va varier, c'est la pente. Donc, la pente, soit il va augmenter ou là, il va diminuer. Si on augmente la résistance ou là, on diminue la résistance. Alors, par exemple, si je diminue la résistance, on sait très bien que le point qui est là, il va rester le même, d'accord? Donc, le point d'intersection, il va rester le même. La seule chose qui va changer, c'est la pente. Donc, soit la pente, il va aller vers le bas, ou là, il va aller vers le haut avec la partie que vous avez ici de départ, d'accord? Mais vous avez toujours la pente qui est négative. La pente, elle est tout le temps négative. Donc, on a l'horizontale, d'accord? Alors, la pente, elle est tout le temps vers le bas, d'accord? Ça veut dire elle est tout le temps négative, quelle que soit la valeur de la résistance. Alors la valeur maximale, c'est quoi? C'est lorsque vous avez la résistance qui est nulle, pour avoir une pente qui est nulle. Alors dans ce cas, il n'y a pas de moteur qui a une résistance de l'induit qui est nulle. D'accord? Donc, mais si vous avez une valeur qui est très très faible, on s'approche de l'horizontale. Donc voilà comment on fait varier la vitesse de rotation, la caractéristique de le moteur, en faisant varier la résistance de l'induit.
Alors, comme vous voyez dans ce cas, en augmentant la résistance, d'accord, on a la résistance katla, la pente, on a d'accord, la pente qui touche vers moins l'infini. Lorsque la valeur de la résistance augmente, la valeur de la pente aussi, il va augmenter, mais dans le sens négatif, d'accord? Et dans ce cas, vous allez voir, donc la variation de la vitesse va se faire de la manière suivante. Donc, à chaque fois qu'on fait varier la résistance, le point de fonctionnement va changer. Alors, l'inconvénient peut-être de cette méthode de contrôle, c'est que vous avez une plage de variation qui n'est pas très, très importante. Parce que vous avez ici le point, il reste tout le temps le même. Donc, la variation, la plage de variation de la vitesse, elle est un peu restreinte comparée à la première, par exemple, qu'on a ici, par exemple ici. D'accord? Donc là, vous pouvez faire varier la vitesse dans des plages qui sont très très importantes. Tandis qu'ici, vous avez, la variation, elle est un peu restreinte. Alors le problème aussi, l'inconvénient aussi de cette commande, de cette méthode de commande, c'est que vous avez la perte, les pertes joules dans la résistance additionnelle que vous allez ajouter sur l'induit. Parce que vous allez avoir des pertes joules sur la résistance propre, plus des pertes joules sur la résistance additionnelle que vous avez ajoutée. Et ça va diminuer le couple, ça va diminuer, pardon, le rendement total de la machine. Tandis que la première méthode, c'est-à-dire la variation de la vitesse de rotation avec la tension d'alimentation, il n'y a pas de perte parce que vous n'introduisez pas de résistance. Et dans ce cas, les pertes, il n'y a pas de perte qui s'ajoute. Tandis que pour la commande avec la résistance qu'on ajoute sur l'induit, vous avez des pertes qui vont s'ajouter. Et comme j'ai dit, ça va diminuer le rendement total de la machine. Voilà, de la même manière pour le flux. Donc là, c'était la résistance. Maintenant, c'est le flux. Et vous allez faire attention, s'il vous plaît, parce que tout à l'heure, nous avons dit que si on coupe le flux, si on coupe, là, si on débranche les fils, il y a l'inducteur, on risque de partir vers l'emballement. Et ça va se comprendre à partir de cette équation-là. D'accord? Donc, par exemple, supposons que vous travaillez avec un couple qui est nul, c'est-à-dire avec un courant si vous êtes à vide. Alors, si vous êtes à vide, dans ce cas, vous avez le couple qui est nul, et dans ce cas, vous allez avoir cette expression-là. Ça veut dire la vitesse qui est égale à la tension d'alimentation divisée par 4T fois le flux. Alors, si vous annulez le flux, d'accord, regardez ici dans cette expression-là, si vous annulez le flux, la valeur de la vitesse va partir vers l'infini. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut jamais couper l'alimentation de l'inducteur lorsque la tension de l'induit est encore là. Alors, la seule chose que vous pouvez faire, c'est de annuler la tension d'alimentation la première, ça veut dire Vt égale à 0, ça veut dire que vous allez éteindre l'induit. Lorsque l'induit est éteint, donc ça veut dire ici vous avez 0, vous pouvez éteindre l'inducteur. Mais vous ne pouvez pas éteindre l'inducteur tant qu'il y a du courant dans l'induit ou tant qu'il y a une tension dans l'induit. Donc voilà l'explication de tout à l'heure lorsque nous avons dit que pour faire, par exemple, changer le sens de rotation de la machine à courant continu, on peut permuter les phases de l'inducteur. Mais comme j'ai dit, c'est une tâche qui est dangereuse parce que dans ce cas, vous allez couper l'alimentation sur l'inducteur. Donc, vous allez annuler le flux pendant un certain moment. Et le fait d'annuler le flux donc, va provoquer une augmentation très excessive de la vitesse de rotation du moteur. Donc, à n'importe quel moment, il ne faut pas annuler le flux de la machine à courant continu, mais on peut diminuer le flux de la tension de la machine à courant continu, mais avec quelques mesures.
D'accord? Donc, il ne faut pas, donc il faut prendre des précautions lorsqu'on diminue le flux de la machine à courant continu. Parce que si on diminue la valeur du flux avec des proportions qui sont très importantes, la vitesse, on risque de dépasser la vitesse qui est admissible par le moteur. Alors, avant de voir ça, et avant de voir aussi ce qu'on appelle le défluxage, et comment on fait recours au défluxage, nous allons voir comment déjà varie la vitesse de rotation avec le flux. D'accord? Alors, généralement, le flux, on part avec un flux maximal, et ça s'appelle aussi le flux nominal. Donc, le flux que vous avez dans la machine, c'est généralement le flux maximal qui est aussi le flux minimal. D'accord? Le flux nominal, pardon. Donc, le point de départ, c'est un flux qui est le flux nominal. Et comme j'ai dit, le flux nominal, c'est aussi le flux maximal de la machine. Parce que généralement, on aimerait faire travailler la machine au flux qui est le flux maximal. Et généralement, le flux maximal, parce que vous avez la saturation, le flux maximal, il est quelque part ici. D'accord? Et c'est aussi le flux nominal de la machine. Donc, on part de ce flux maximal ou la nominale, et puis on va, alors le flux maximal, donc on ne peut pas augmenter dans ce cas, donc ce qu'on peut faire, c'est de diminuer le flux. Alors, si vous diminuez le flux, regardez, donc vous avez là la valeur de la vitesse, là, au départ, il va augmenter parce que vous diminuez le flux, d'accord? Alors, si vous diminuez le flux, la valeur que vous avez ici, donc il va aussi augmenter, d'accord? Donc là, vous avez le point de départ, WADA, en diminuant le flux. Comme j'ai dit, vous avez diminué le flux. Alors, en diminuant le flux, la valeur AD, il va augmenter là. Alors, pour la caractéristique de la même manière, aussi la caractéristique, donc vous diminuez le flux, ça veut dire la pente il sera plus importante, vers le bas, voir les valeurs qui sont négatives. Donc là, il a quand même la pente donc la pente a tourné plus abrupte. D'accord? Donc, si on trace ça, on va avoir donc des caractéristiques qui sont comme ça. D'accord? Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On diminue le flux, on diminue le flux encore, et vous voyez comment ça varie la caractéristique. D'accord? Donc là, il faut faire attention, comme j'ai dit, concernant la diminution du flux. Donc, il ne faut pas dépasser une certaine valeur, sinon vous risquez de dépasser la vitesse maximale qui est... Alors, si vous partez ici de la vitesse qui est la vitesse nominale, là, la vitesse nominale, supposons qu'on commence par la vitesse nominale, si vous diminuez le flux, la vitesse va augmenter et il ne faut pas dépasser 2 fois la vitesse nominale, qui est généralement la vitesse maximale d'emballement à ne pas dépasser. D'accord? Donc, ADU, c'est une contrainte, et c'est une limite à laquelle il faut faire attention lorsqu'on fait ce qu'on appelle le défluxage. Mais le défluxage, comme nous allons le voir tout à l'heure, c'est aussi une manière de faire varier la vitesse de rotation lorsqu'on aimerait, par exemple, augmenter la vitesse de rotation au-delà de la vitesse de rotation nominale. Et ça, on va le voir tout à l'heure. Alors, pour le contrôle de la vitesse de rotation par le flux de l'inducteur, c'est un contrôle qui est impossible pour un moteur d'essai à aimant permanent. Dans le cas à aimant permanent, il n'y a pas possibilité de faire varier le flux magnétique. Et puis, vous avez aussi le fait que la diminution du flux, il va réduire la capacité du couple maximal. Parce que vous avez le couple est égal à quoi? Le couple électromagnétique est égal à K fois le flux fois le courant IA. Alors, généralement, dans le cas normal, qu'est-ce qu'on fait? Dans le cas normal, pour avoir un couple qui est maximal, parce que nous, on cherche à avoir une force, on cherche à avoir une force maximale dans notre moteur. Donc, on cherche à avoir un couple maximal. Ça veut dire que ça s'appelle la capacité maximale. Donc,
Ça veut dire quel est le couple maximal que le moteur peut développer. Alors, généralement, on travaille au flux maximal qui est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le flux nominal de la machine. Alors, lorsqu'on travaille au flux maximal, donc on va travailler avec la capacité, le couple qui est maximal dans ce cas. Donc, le couple, il est à son maximum et on peut travailler avec le maximum de couple. Le problème, c'est que lorsque vous diminuez le flux, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? On va diminuer la capacité le couple maximal. D'accord? Parce que dans ce cas, vous allez diminuer le flux. En diminuant le flux, vous allez diminuer la capacité le couple maximal. Ça veut dire le couple maximal que l'on peut tirer de notre moteur, il va diminuer. D'accord? Parce que dans ce cas, vous avez un flux qui est diminué. On sait que le couple, il est proportionnel aussi au flux. Mais c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont dissociés. Ça veut dire leur commande, elle est dissociée. Lorsque je garde le flux constant, je peux faire varier le couple en faisant uniquement varier le courant de l'induit. Donc voilà pour les trois manières, les trois méthodes qui nous permettent de faire varier la vitesse de rotation du moteur à courant continu. Et chaque méthode, il a son intervalle d'application. Et nous allons voir les intervalles d'application tout à l'heure, c'est-à-dire quand est-ce qu'on va choisir la variation de la vitesse par la tension d'alimentation, quand est-ce qu'on va choisir la variation de la vitesse par le flux, et quand est-ce qu'on va choisir la variation de la vitesse par la variation de la résistance de l'induit. Alors pour la variation avec la résistance de l'induit, généralement avec ce qu'on a actuellement, les variateurs de vitesse, avec les hacheurs, on ne fait plus appel à ce type de commande. Ça veut dire insérer par exemple une résistance avec l'induit pour faire varier la vitesse de rotation des moteur à courant continu. Peut-être c'était une méthode qui a été utilisée dans le temps, mais actuellement avec le progrès qu'ont connu les convertisseurs de puissance, on ne fait plus appel à ce type de commande. Donc on va oublier cette méthode de commande et nous allons nous intéresser uniquement à la variation de la vitesse de rotation par la tension d'alimentation de l'induit et par la variation des le flux. Donc, quels sont les domaines ou là, les intervalles où chacune des méthodes intervient? Alors, la première méthode, c'est la variation de la vitesse de rotation par la variation de la tension de l'induit. Donc, il y a les kénahna, d'accord? Alors, par exemple, lorsqu'on a une vitesse qui est inférieure à la vitesse de rotation nominale, la méthode la plus appropriée et la plus souhaitée dans ce cas, c'est faire varier la tension d'alimentation. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire si je veux changer la vitesse de rotation, d'accord? Je vais changer la tension d'alimentation. Les caractéristiques que vous avez ici, elles sont paramétrées par la tension d'alimentation. D'accord? Donc là, ici, vous avez une tension. Là, vous avez une tension. Vous avez ici une tension, une tension, une tension. D'accord? Et là, on diminue la tension. Alors, en faisant diminuer la tension, là, en faisant augmenter la tension, on va augmenter ou la diminuer la vitesse de rotation de la machine. Donc, la méthode à utiliser lorsqu'on a une vitesse, ça veut dire lorsqu'on aime travailler avec une vitesse qui est inférieure à la vitesse nominale, c'est la variation de la tension d'alimentation. D'accord? Donc voilà l'intervalle d'application de cette méthode. Alors pour le défluxage, ce qu'on appelle le défluxage, et ça aussi ce sont s'il vous plaît des questions de cours que je donne dans les examens. Par exemple, je dis quand est-ce qu'on utilise le défluxage, par exemple, et c'est quoi le défluxage? Donc le défluxage c'est quoi? C'est le fait de diminuer le flux magnétique de la machine à courant continu. Alors pourquoi et quand est-ce qu'on utilise le défluxage? C'est lorsqu'on aime travailler avec des vitesses qui sont supérieures à la vitesse de rotation nominale. D'accord? Donc lorsqu'on aime travailler avec
des vitesses qui sont supérieures à la vitesse nominale, on fait appel à la méthode de défluxage. Comme j'ai dit tout à l'heure, lorsque vous diminuez le flux, d'accord, vous augmentez la vitesse de rotation. Lorsque vous diminuez le flux, vous augmentez la vitesse de rotation avec, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une contrainte, c'est que il ne faut pas dépasser la vitesse d'emballement qui est 2 fois la vitesse nominale généralement. D'accord? Là, vous voyez aussi que la capacité du couple, il a diminué. Regardez la capacité maximale du couple, il a diminué parce que vous avez un flux qui est diminué. Alors tout à l'heure, la capacité maximale du couple, il est à son maximum, c'est-à-dire la capacité maximale du couple, elle est à son maximum, d'accord? Parce que ici, vous avez un flux qui est constant. Alors le fait que vous avez un flux constant, vous allez garder la capacité maximale du flux, du couple, pardon. Une fois que vous commencez à défluxer la machine, la capacité du couple, elle va diminuer, d'accord? Alors pour avoir l'expression de la caractéristique هذه, la caractéristique هذه, l'expression d'Elha, ici vous avez le couple en fonction de la vitesse, d'accord? On sait très bien que le couple d'Elna, à la vitesse, parce que lorsque vous dépassez la vitesse de rotation nominale, il ne faut pas dépasser la puissance nominale de la machine. Et la puissance nominale, c'est la puissance maximale, d'accord? Donc, il ne faut pas dépasser la puissance nominale de la machine. Alors, pour connaître l'expression de la caractéristique dit, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, vous avez une constante. Donc, vous avez le couple est égal à quoi? Est égal à Pn divisé par oméga. D'accord? Et à partir de là, vous pouvez déterminer donc la forme de la caractéristique il y a 1 sur x. Y égale 1 sur x. Donc, il y a y égale 1 sur x. Donc, c'est le couple est égal à Pn sur oméga. Donc, je résume s'il vous plaît. Donc, pour les méthodes de variation de la vitesse de rotation de la machine à courant continu, la méthode avec la variation de la tension de l'induit, elle est utilisée lorsqu'on a une vitesse qui est inférieure à la vitesse nominale. Dans ce cas, on peut diminuer la tension comme on veut, on peut l'augmenter comme on veut, d'accord? Mais il ne faut pas dépasser la tension nominale, d'accord? Alors, une fois on arrive à la vitesse nominale et qu'on aime travailler avec des vitesses qui sont supérieures à la vitesse nominale, alors la première contrainte dans ce cas, c'est il faut fixer la tension à la tension nominale, d'accord? Une fois que vous fixez la tension à la tension nominale, dans ce cas, vous faites varier, ou là vous faites diminuer le flux. Donc on est dans le domaine de défluxage, d'accord? Et dans ce cas, vous allez avoir donc la vitesse de rotation qui va augmenter lorsqu'on diminue le flux. Et pour la capacité maximale le couple, elle se trouve diminuée parce que, comme j'avais dit tout à l'heure, vous avez le flux qui a diminué. Voilà. Voilà un résumé de ce que je viens de dire. D'accord? Alors là, vous avez un couple qui est constant. Vous pouvez travailler avec un couple qui est constant. Et là, vous allez travailler avec la puissance maximale qui est constante et la puissance nominale constante. D'accord? Alors, commande préférentiellement par l'induit. Commande préférentiellement par l'inducteur. Ça veut dire par le flux. Donc, voilà pour la variation de la vitesse de rotation le moteur à courant continu par la variation des paramètres, que ce soit la tension d'alimentation, le flux ou la résistance de l'induit. Maintenant, nous allons voir quelles sont les structures des variateurs qui permettent de faire varier la vitesse de rotation d'un moteur à courant continu. Alors, vous pouvez utiliser soit des hacheurs ou là utiliser des redresseurs. Donc, pour alimenter un moteur à courant continu et pour faire varier la vitesse de rotation de le moteur à courant continu, donc vous allez alimenter le moteur à courant continu par un redresseur ou là par un hacheur. Donc voilà les deux méthodes
d'alimentation le moteur à courant continu. Et nous allons voir pour les types de redresseurs quels sont les cadrans de fonctionnement et quelles sont les performances que l'on peut avoir à partir de ces redresseurs. Et nous allons voir donc là un petit rappel des redresseurs, les onduleurs, les hacheurs. D'accord? Donc vous commencez par une tension qui est continue, d'accord? Par exemple, une tension qui est continue. Pour avoir la même tension continue mais variable, vous allez besoin d'un hacheur. Si vous voulez avoir une tension alternative ondulée à partir d'une tension continue, vous allez utiliser un onduleur. Alors, si vous avez une tension alternative et que vous avez besoin d'une tension alternative, mais avec module ou là avec valeur efficace variable, dans ce cas, soit vous utilisez un gradateur ou là un cycloconvertisseur. Généralement, actuellement, on utilise les gradateurs. Et pour avoir une tension qui est continue à partir d'une tension alternative, donc vous utilisez ce qu'on appelle un redresseur. Donc nous, on s'intéresse au hacheur ou là au redresseur. D'accord? Donc voilà les deux variateurs, ou là les deux convertisseurs généralement qui sont utilisés dans les variateurs de vitesse à courant continu, redresseur, hacheur. D'accord, ça c'est un petit rappel. Bon, je ne vais pas m'arrêter sur ça. D'accord. Alors maintenant, pour l'alimentation, si vous êtes dans un réseau monophasé. Alors, si vous êtes dans un réseau monophasé, généralement la puissance est inférieure à 10 kW. Alors, si vous utilisez un pont mixte, alors j'espère que vous avez révisé donc vos leçons concernant l'électronique de puissance, surtout pour les redresseurs. Alors, supposons que vous avez un pont mixte, d'accord? Alors, si vous avez un pont mixte, si vous vous rappelez très bien, un pont mixte, donc ça veut dire vous avez, ici on est en monophasé. Alors, si on est en monophasé, lorsque vous avez un pont mixte, ça veut dire vous pouvez avoir par exemple des diodes en haut ou là en bas. Et en haut ou là en bas, vous avez des thyristors. D'accord? Donc là, vous avez des thyristors. Donc, je ne vais pas rappeler le cours des redresseurs, mais c'est comme ça qu'on a un redresseur. Et là, vous avez la tension alternative. D'accord, ici, vous avez la tension alternative. Et là, vous allez récupérer la tension qui est continue. D'accord? Et c'est cette tension continue qui va alimenter le moteur à courant continu. Alors, dans le cas où vous avez un redresseur mixte, le seul cadran de fonctionnement, c'est le cadran 1. Là, il n'y a pas moyen de faire changer la tension, parce que pour faire changer le courant, pour par exemple avoir un courant qui va changer de sens, dans ce cas, vous devez avoir une tension qui est négative. Alors là, si vous vous rappelez bien, pour ce redresseur-là, on peut faire varier la valeur de l'angle de gâchette, l'angle d'amorçage de la gâchette, mais ça reste toujours entre 0 et la valeur maximale. D'accord? Donc ça veut dire qu'on ne peut pas avoir des valeurs qui sont négatives. Donc je peux faire varier la valeur de la tension moyenne ici, ça veut dire pour des valeurs qui sont positives, mais jamais avec des valeurs qui sont négatives. D'accord? Ce qui fait que il n'y a pas moyen de faire fonctionner notre moteur dans les autres cadrans de fonctionnement. Donc le seul cadran de fonctionnement possible dans ce cas, c'est le 1. Parce que il n'y a pas moyen même de le faire freiner ou de le faire travailler en générateur. D'accord? Donc le seul cadran de fonctionnement possible, c'est le cadran 1. Parce que dans ce cas, vous avez toujours la tension qui est positive. Et on sait très bien, par exemple, que pour changer la vitesse de rotation, on doit changer le signe de la tension. Et le signe de la tension, dans ce cas, ne change pas, ne peut pas changer. D'accord? Il reste toujours positif. Alors, s'il reste toujours positif, ça veut dire que la vitesse va rester toujours positive. La même chose pour le courant. La même chose pour le courant, lorsque vous alimentez
le moteur, d'accord? Donc le courant d'IANA HKID, le courant d'IANA toujours, il a un sens unique, d'accord? Ouais, le sens dialogue, d'accord? Donc تيمشي من هنا ولا كيمشي من هنا وكيرجع من هنا, d'accord? Il n'y a même pas moyen de changer le sens du courant. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas changer le sens du courant, parce que le courant ne peut pas aller dans le sens inverse des diodes مع les thyristors. Donc le courant il est positif, la tension elle est positive, ils ne peuvent pas changer. Donc le couple il est positif parce qu'il est proportionnel au courant. La tension elle est la vitesse elle est positive parce qu'elle est proportionnelle à la tension. Donc le seul cadran de fonctionnement dans ce cas c'est le 1. D'accord? Alors maintenant on passe au deuxième. Alors j'essaie un peu de libérer la partie ready, si j'arrive à libérer. Alors maintenant, si on fait un double pont mixte, un double pont complet, ça veut dire dans ce cas vous allez avoir double pont. Au lieu de travailler avec un seul pont, vous allez travailler avec un double pont. Parce qu'il y a le pont et il y a le double pont. Lorsque j'ai une image ici, il y a le double pont. Non? Bon, vous vous rappelez bien il y a le pont. D'accord? Le pont, tout est restauré. Un pont complet. C'est ça le pont complet. D'accord? Un pont complet, c'est un pont tout est restauré. Alors d'un côté, vous avez un pont, par exemple comme ça, comme tout à l'heure, mais les composants Kamlin, ce sont des thyristors. D'accord? Donc d'accord. Je pouvais tracer uniquement un seul thyristor, mais bon. Pour gagner un peu le temps, d'accord, je vais effacer tout ça et mettre uniquement un seul thyristor. Et le seul thyristor, donc il va jouer le rôle d'IL le pont, pour le pont tout thyristor. Alors pour le pont tout thyristor, normalement on a la tension qui peut changer de signe parce que là, on dirait un pont. Avec un pont, je vais le représenter uniquement par un seul thyristor, mais sachez que c'est un pont, d'accord? Un pont tout thyristor. Donc là, vous avez l'alimentation. L'alimentation de le moteur d'Yanna. Là, vous avez le moteur. D'accord? Ici, vous avez le moteur. Alors, pour un pont, vous avez la possibilité de changer le signe de la tension. Lorsque l'angle d'amorçage dépasse 90 degrés, donc la tension moyenne, elle devient négative. D'accord? Alors déjà, avec la vitesse de rotation, j'ai la possibilité de travailler ici. D'accord? Et j'ai la possibilité de travailler ici. D'accord? Alors maintenant, si le courant ne peut pas changer de sens de rotation, donc dans ce cas, vous avez le cadran de fonctionnement roi 1 et le cadran de fonctionnement roi 4. D'accord? Si le courant ne change pas de sens. D'accord? Si vous avez un seul pont, il a un seul pont là, d'accord? Le pont ADA, il peut uniquement faire changer le sens de la tension. Il peut faire changer le signe de la tension. Mais il ne peut pas faire changer le sens du courant parce que le courant, tout le temps, il ne peut pas traverser le thyristor par le sens inverse. Donc, pour un seul pont, les seuls cadrans de fonctionnement voient le cadran 1 mais le cadran 4. Voilà, double pont. Double pont, ça veut dire quoi? On va prendre le même pont que vous avez ici, mais on va l'inverser. D'accord? Donc le pont là, on dit inversé. Donc là, vous avez le thyristor qui va s'inverser.
Mais ça, c'est un pont, s'il vous plaît. Ce n'est pas un seul thyristor, mais c'est un pont avec un thyristor, mais qui est inversé dans ce cas. C'est un sens opposé à celui-là. Et dans ce cas, celui-là, on peut faire changer le sens du courant. D'accord? Alors, lorsque celui-là fonctionne, ça veut dire le premier pont, le courant il sera dans ce sens, d'accord? Parce que le courant ne peut que circuler dans ce sens. Il a qu'un le pont هو اللي خدام, d'accord? Il a qu'un le pont اللي عندنا هو اللي خدام. Dans ce cas, vous avez le courant, il peut changer de sens de rotation, sens de circulation. Et dans ce cas, on peut changer le sens du courant. Donc, le fait d'avoir un double pont, on a la possibilité de changer le sens du courant dans le moteur à courant continu. Alors, si j'ai la possibilité de faire changer le signe du courant, ça veut dire j'ai la possibilité de faire changer le signe du couple. Donc, je peux travailler soit ici, soit là. Alors, si je peux travailler ici ou là, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux maintenant travailler dans les 4 cadrans. Parce que vous avez la tension, elle peut changer, vous avez le courant, il peut changer. Ça veut dire que je peux travailler dans les 4 cadrans de fonctionnement. Alors, faites attention, s'il vous plaît, les considérations des cadrans de fonctionnement. Alors, si vous avez un variateur, par exemple, donc les seuls cadrans de fonctionnement sur lesquels vous pouvez travailler, c'est le cadran 1. Donc, il n'y a pas moyen, par exemple, de changer le sens de rotation, il n'y a pas moyen de freiner, il n'y a pas moyen de le faire fonctionner en génératrice. Donc, voilà les choses qu'il faut prendre en considération lorsqu'on parle des cadrans de fonctionnement. Mais chez les cadrans de fonctionnement, on va comme ça. Parce que dans un fonctionnement donné, par exemple dans un tapis roulant, si vous voulez par exemple inverser le sens de rotation de le tapis roulant, donc vous devez avoir un variateur de vitesse qui a cette possibilité-là, c'est-à-dire la possibilité de faire changer le sens de rotation de notre système. Donc il a un pont mixte par exemple, que vous utilisez dans ce cas, donc il n'y a pas possibilité de faire changer le sens de rotation. Alors, dans le cas des systèmes triphasés, alors si vous avez un pont complet, par exemple, d'accord? Si vous avez un pont complet, comme tout à l'heure, c'est la même chose. Si vous avez un pont complet, là, un pont complet, vous avez uniquement la possibilité de travailler dans le cadran 1 et 4. Parce que dans un pont complet, vous pouvez changer la tension, vous pouvez changer le sens de la tension, le signe de la tension. La tension peut être positive ou la négative. Alors, si la tension est positive ou la négative, dans ce cas, je peux travailler dans le cadran 1 ou le cadran 4. Mais le courant ne peut pas changer de sens de circulation. Dans ce cas, le couple il est tout le temps positif. La tension, il peut changer, mais le couple il est toujours positif. Donc, dans ce cas, on peut travailler uniquement dans le cadran 1 et le cadran 4. Alors, la même chose, si vous faites appel à un double pont, donc de la même manière, vous pouvez faire travailler votre machine dans les 4 cadrans de fonctionnement comme tout à l'heure. Alors maintenant, il y a ce qu'on appelle les variateurs non réversibles ou unidirectionnels. وما هادو اللي شفنا par exemple هنا. هذا par exemple هذا c'est unidirectionnel. D'accord? Unidirectionnel, ça veut dire pour le courant. Le courant, il est unidirectionnel. Donc le courant, il a un seul sens et il ne peut pas changer de sens de circulation. Et dans ce cas, on parle d'un pont qui est unidirectionnel. Là, des fois, on parle de unidirectionnel, ça veut, en termes de la puissance. Si vous prenez par exemple le premier lien, c'est un pont unidirectionnel, ou là c'est un variateur de vitesse unidirectionnel, ou là c'est un convertisseur unidirectionnel. Pourquoi? Parce que la puissance, dans ce cas, la puissance elle est tout le temps positive. La puissance d'Iana, il y a P qui est égal à C fois oméga. Donc ça veut dire que ce moteur-là, il ne peut jamais fonctionner en génératrice. D'accord? Dans ce cas, c'est un pont qui est unidirectionnel. Unidirectionnel en termes de puissance. Là, en termes de mode de fonctionnement. Le seul mode de fonctionnement dans ce cas, c'est le mode moteur. On ne peut pas travailler en mode génératrice. Là, on peut parler d'un redresseur ou là, un convertisseur unidirectionnel en fonction du courant.
Dans ce cas, le courant, il garde toujours le même sens et ne peut pas changer de sens. Donc, ça dépend de de quel paramètre on parle. Si on parle de la puissance, donc dans ce cas, vous avez un pont qui est, ou là, un convertisseur qui est unidirectionnel en puissance. Donc, ça veut dire dans ce cas, on ne peut travailler qu'en mode moteur. Ou là, on peut parler d'IL unidirectionnel en termes de courant. Alors, s'il est unidirectionnel en termes de courant, il peut travailler dans le cadran 1 ou là le cadran 4. Là, le courant il est toujours positif, ça veut dire unidirectionnel en courant, mais la tension il peut changer. Et dans ce cas, la puissance, elle peut changer de signe. Ça veut dire la puissance, dans ce cas, elle peut être positive. Là, elle est positive parce que c'est le produit oméga fois C. Là, elle est négative parce que c'est produit vitesse fois le couple et la vitesse dans ce cas elle est négative et dans ce cas elle peut travailler en frein ou là en moteur en génératrice. Donc là il fonctionne en moteur et là il fonctionne en générateur. D'accord. Alors on va regarder donc les variateurs de vitesse parce que lorsque le moteur fonctionne en génératrice, donc, la tension, l'énergie ou la puissance qui est générée par le générateur, elle doit être injectée quelque part. D'accord? Donc, un générateur, là, une machine à courant continu qui fonctionne en générateur. Un générateur fournit de la puissance électrique. Donc, cette puissance-là, elle doit aller quelque part. Donc, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être la charge, par exemple, de batterie. Ça peut être l'alimentation de quelques charges auxiliaires. Et ça peut être aussi l'injection dans le réseau. Mais il faut que ce convertisseur ou ce variateur de vitesse ait la possibilité et les caractéristiques requises pour pouvoir injecter dans le réseau. Parce que la puissance ou l'énergie qui est injectée dans le réseau, elle doit être une énergie qui est propre, où il n'y a pas de pollution harmonique et qu'il soit adapté donc à l'injection dans un réseau. Tout ça, on va voir après. Donc, prenons le cas d'il y a les variateurs non réversibles ou là unidirectionnels. Par exemple, le pont que vous avez ici. D'accord? Alors, c'est un pont qui est mixte. Donc, le pont là, c'est un pont qui est mixte. Et nous avons dit tout à l'heure que pour un pont qui est mixte, le seul cadran de fonctionnement, c'est le cadran 1. Alors, s'il est dans le cadran 1, c'est qu'il n'y a pas possibilité de transfert inverse. Ça veut dire on ne peut pas, par exemple, dans le mode de freinage, on ne peut pas, par exemple, injecter la puissance du moteur dans le réseau parce qu'il n'y a pas de possibilité d'injecter. Donc le courant ne peut pas aller dans ce sens. Regardez, le courant ne peut pas aller dans ce sens parce qu'il doit passer dans le sens inverse des thyristors et des diodes. D'accord? Alors maintenant, la seule possibilité de faire freiner, par exemple, un frein qui est contrôlé, pour freiner le moteur avec un frein qui est contrôlé ou avec un temps qui est contrôlé, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Alors dans ce cas, si on a ici un interrupteur, je peux ouvrir. Et le moteur, qu'est-ce qu'il va faire? Donc il va se transformer en génératrice. Et cette génératrice-là, il va débiter dans quoi? Il va débiter dans la résistance. Normalement ici, donc il doit y avoir une commande pour faire passer donc le transistor là et pour faire varier HADA pour court-circuiter le moteur à travers la résistance R. Donc voilà pour le cas où on a un variateur non réversible, ou là unidirectionnel. Dans ce cas, il n'y a pas de possibilité d'injecter la puissance du moteur pendant le freinage, de l'injecter dans le réseau. Et dans ce cas, on fait appel à une résistance de dissipation d'énergie. Ça s'appelle une résistance de dissipation de l'énergie qui va dissiper l'énergie pendant le freinage. D'accord? Alors, si vous prenez par exemple un pont mixte, je pense qu'il y a un petit problème sur le. Alors, si je. Pardon. Oui. Donc là, vous voyez là,
le schéma, il est un peu correct ici. Lorsque je fais en diaporama, on va voir. Ouais, oui, alors là, كل مرة واش كيوقع. Alors, je reviens à هذا. Alors, si vous êtes dans un pont mixte, c'est la même façon que tout à l'heure. Donc, de la même manière, ici, d'accord, donc le cadran de fonctionnement, c'est le cadran 1, d'accord, c'est le cadran 1, parce qu'il n'y a pas de possibilité d'inverser ni la tension ni le courant, d'accord. Alors, les interrupteurs statiques ou là, les convertisseurs statiques sont unidirectionnels en courant, donc non réversibles en couple, un seul sens de rotation, d'accord, parce que la tension ici, elle est tout le temps positive, même avec un thyristor ici, mais vous avez le diode en bas, ce qui fait que la tension est tout le temps positive. Donc, aucune contrainte de freinage, d'accord. Donc, il n'y a pas de possibilité de freiner par le convertisseur. Alors maintenant, si on veut changer le sens de rotation, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut utiliser un commutateur. D'accord, alors j'espère que la présentation va fonctionner cette fois. La même chose. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Alors, dans un premier temps, on va travailler avec une tension qui est positive dans ce sens, d'accord? Parce qu'ici, vous avez des thyristors et des diodes en bas, donc vous avez un pont qui est mixte. Donc, le seul cadran de fonctionnement, c'est le cadran 1. Alors, si je veux changer le sens de rotation, qu'est-ce que je fais? Je vais permuter les phases de l'induit. Donc, je vais mettre un commutateur pour changer donc pour permuter les phases de l'induit. Dans ce cas, je vais changer la tension d'alimentation. Je vais permuter la tension d'alimentation et je vais changer le sens de rotation de notre moteur. Donc, dans ce cas, les deux cadrans de fonctionnement sont le cadran 1 à 3. Pourquoi le cadran 3? Parce que vous avez toujours la tension et le courant qui ont changé en même temps. Donc, si vous changez le courant et la tension en même temps, dans ce cas, vous allez avoir tout le temps le fonctionnement en moteur. Alors, dans le premier temps, vous avez la vitesse qui est positive. Là, la tension elle est positive et le courant il est positif. Donc, vous avez une puissance qui est mécanique qui est positive. D'accord? Lorsque vous permutez aussi le courant. Donc, vous permettez la tension, ça veut dire que vous allez changer le sens de rotation, mais en même temps, vous allez changer le signe et le couple parce que vous avez aussi permuté le courant. Et dans ce cas, le produit, le couple à la vitesse ne va pas changer. Même si vous avez changé le cadran de fonctionnement, mais la puissance, elle est tout le temps positive. C'est pour ça qu'ici, on travaille avec dans les cadrans 1 et 3. D'accord? Les cadrans 1 et les cadrans 3 parce que nous avons changé les deux en même temps. Et la tension et le courant. Alors maintenant, pour le pont complet. Pour le pont complet, nous avons deux cadrans. C'est le cadran 1 à 4 parce que vous avez la possibilité d'avoir une tension qui est négative dans un pont qui est mixte. Dans un pont qui est mixte, vous avez la tension positive. Lorsque l'angle d'amorçage dépasse 90, la tension devient négative. Dans ce cas, on peut changer le sens de rotation, mais le courant reste toujours unidirectionnel. Donc, il n'y a pas moyen de faire circuler le courant dans le sens inverse. Donc, dans ce cas, on travaille uniquement dans le cadran 1 et le cadran 4. Et dans ce cas, on peut freiner par le redresseur. Pourquoi? Parce que dans un cadran, vous avez la puissance qui est positive. Dans le cadran 4, vous avez la puissance qui est négative. Alors, c'est la puissance qui est négative. Dans ce cas, on travaille en générateur. Et dans ce cas, on peut injecter la puissance du moteur dans le réseau. D'accord? Alors, même si le courant ne change pas de signe, mais la tension, il a changé de signe. D'accord? Donc, la puissance, elle devient négative. Alors, s'il devient négatif, ça veut dire le moteur d'INA, il va se comporter en générateur. Donc, ça veut dire qu'il y a possibilité d'injecter la puissance dans le réseau s'il y a possibilité. Alors, pour fonctionner dans les quatre cadrans, de la même manière, on va faire un commutateur. D'accord? Alors, si on fait un commutateur, donc on va travailler dans les quatre cadrans de fonctionnement. D'accord?
Alors, deux sens de rotation, quatre cadrans de fonctionnement, parce que vous avez la possibilité de faire changer le courant et de faire changer la tension aussi. Et dans ce cas, on peut faire le freinage dans les deux cadrans 2 et 4. Parce que dans le cadran 2, vous avez une puissance qui est négative. Et dans le cadran 4 aussi, vous avez une puissance qui est négative. Donc, on peut freiner dans les deux cadrans 2 et 4. Ça veut dire un freinage qui est statique, c'est un freinage par le variateur. Et dans ce cas, le réseau d'INA ou le variateur d'INA, il doit avoir les caractéristiques requises pour injecter la puissance dans le réseau. Alors, je pense qu'on va arrêter ici pour aujourd'hui et on va continuer demain matin, Inch'Allah. Donc, si vous avez des questions, sinon, je vous dis à demain, Inch'Allah. Voilà, alors j'arrête l'enregistrement. Arrêter l'enregistrement, c'est ici.